crois que depuis la création de la chaîne, vous m'avez jamais vu assis à l'atelier. C'est la première fois et ça risque d'être la dernière. Mais il fallait que je sois assis pour vous expliquer ces choses-là parce que waouh, il vaut mieux ça que je tombe en arrière et vous allez comprendre assez vite. Déjà, avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, encore un vrai faux et on va rebondir d'ailleurs sur des vrais faux que j'ai déjà fait auparavant où j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient « Mais Pax, arrête de dire ça, arrête de dire ci, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Donc j'ai pris les plus gros et après on va terminer la vidéo par des vrais faux un peu plus nouveaux, un peu plus dans le thème actuel. Déjà, le tout premier, celui-là qui a fait énormément rebondir, les cartes graphiques à la verticale. On a une belle 4070 ici, donc qui est posée à la verticale, donc pas normalement, c'est-à-dire pas à l'horizontale, voilà, elle est vraiment à la verticale comme on peut voir ici, c'est-à-dire qu'elle est debout. Donc j'avais dit à l'époque qu'il était bon pour avoir un meilleur système de refroidissement de mettre la carte graphique ainsi, et on m'a expliqué que c'était pas possible, donc on va faire un point là-dessus, et on m'a dit en plus d'employer des risers, ça faisait perdre des FPS. Déjà premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un riser? Boum, c'est ici, tac, vous voyez, c'est pour faire déporter votre carte graphique afin qu'elle ne soit pas collée. Pourquoi j'ai soumis cette idée-là et pourquoi je trouve qu'elle est même très bonne? C'est même dingue, je trouve des idées très bonnes de ma part, c'est fou. Je vous explique, il y a deux types de cartes graphiques. Il y a celle-ci et celle-ci. Premier type qui est la plus courante, voilà, avec des ventilateurs sur un radiateur qui est là et les ailettes de radiateur font que forcément l'air va passer d'un côté et de l'autre. Voilà, je vous montre une petite image pendant que je vous parle. On voit bien donc les ventilateurs prendre de l'air et ça va aller directement au sein du radiateur. Tout fonctionne bien effectivement, sauf que lorsque vous allez slotter votre carte graphique sur votre carte mère, tout ce côté-là va être obstrué. Donc en gros, l'air à la place d'être balancé à l'air libre en gros, et là vous allez avoir votre carte mère, elle sera ici, et du coup qu'est-ce que ça va faire, c'est que non seulement l'air va moins bien s'évacuer, mais en plus ça va faire chauffer plus votre carte mère, et surtout à ces endroits-là, c'est là où vous mettez les NVMe. Je vous ai déjà fait des démonstrations de NVMe qui chauffaient et qui chauffaient pas, et on se rend compte que le NVMe throttle forcément, donc il va tout simplement baisser sa vitesse d'écriture et de lecture afin de rentrer dans des températures admissibles. Ça, je pense que vous l'avez tous compris jusqu'à aujourd'hui, et donc c'est un problème. Et c'est là où on m'a dit mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors déjà dans cette première explication, je ne vois pas ce qu'on ne peut pas comprendre. Les ailettes sont là, donc la chaleur passe par là. Donc, obligatoirement, la chaleur était arrosée et est arrosée sur votre carte mère. C'est un fait, c'est mathématique. Ensuite, il y a les deuxièmes types de cartes graphiques, excusez-moi. Donc ensuite, on a plus ou moins les types un peu comme les fondeurs, où on a un flux d'air qui est traversant plus ainsi. Comme vous voyez, il est comme ça. Et ensuite, on a un autre flux d'air qui lui va passer par là. Dans ce cas de figure-là, effectivement, vous n'aurez pas d'air qui va aller, d'air chaud qui va aller sur votre carte mère. Il n'y a pas du tout de sujet. Il va y avoir un flux d'air qui va être traversant de haut en bas, ça va fonctionner très bien. Et l'autre qui va être aspirant ici, qui va traverser par l'extérieur du boîtier. Ça, c'est un bon système de refroidissement. Et effectivement, il n'y aura pas de contrainte là-dessus. Mais ce n'est pas la majorité. Plus de 80% aujourd'hui des cartes graphiques, c'est ça. Donc pour plus de 80%, effectivement, ça va chauffer votre carte mère. Là, je pense que c'est plutôt assez précis, c'est-à-dire que l'air rentre par là, ventilateur, aspiration, et ça recrache par les ailettes. Et là où il y a des ailettes, forcément, c'est là où il y a la carte mère. Et de là, on me dit, ouais mais Pax, ouais mais on va mettre un riser, donc le riser qui est là, je vous le remets ici, du coup c'est une extension, c'est une rallonge, on va perdre des FPS, et du coup c'est une contrainte encore une fois. Démonstration. Alors en démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un petit benchmark avec la carte graphique à l'horizontale. Je vais voir le nombre de points que ça nous fait. Parfait, on le voit ici. Et maintenant, je vais tout simplement mettre un riser et je vais le mettre à la verticale. Et on va voir maintenant combien de points je vais obtenir et ainsi de FPS. Tadadadadam. Et voilà, c'est même troublant, j'ai réussi à en avoir même un petit peu plus. Alors pourquoi j'en ai eu un petit peu plus? Tout simplement, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le positionnement de la carte graphique, je pense en tout cas, je crois pas en tout cas, même si forcément la carte graphique, elle chauffe un petit peu plus, étant donné que le reflux d'air fonctionne moins bien. Donc déjà forcément la carte graphique chauffera plus. Mais c'est pas que ça, c'est qu'aussi tout simplement je devais avoir certainement en arrière-plan une action chez Windows, quelque chose qui devait fonctionner. Sinon c'est surtout pour vous dire que vous voyez c'est ultra similaire. Donc en gros n'allez pas prendre forcément une extension, donc un riser de très mauvaise qualité, elle est sur du minimum PCIe
4. Effectivement, si vous faites choix de déporter votre carte graphique, faites en sorte d'avoir un très bon riser. Et là, on se rend compte, là j'ai un très bon riser en ce moment, c'est un riser de chez Corsair d'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Et là, on se rend compte qu'effectivement, je n'ai pas de chute de FPS, tout simplement. Une contrainte par contre qui est très importante, et je vous l'avais déjà dit justement dans la première vidéo, c'est ne pas faire n'importe quoi lorsque vous mettez votre carte graphique à la verticale. C'est-à-dire ne pas faire ça. Tout simplement, pourquoi ne pas faire ça? C'est que vous regardez bien, je vous montre, la carte graphique est à fleur. Et pourtant, elle est dans les slots qui sont ici, qui sont prévus vraiment de chez Corsair, parce que c'est un boîtier Corsair. Donc c'est prévu pour mettre la carte graphique ici. C'est une grosse connerie. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi? Parce que forcément, si vous allez mettre votre glace, votre paroi vitrée juste devant, vous n'aurez plus assez de flux d'air pour pouvoir être aspiré. C'est-à-dire que le flux d'air ne sera pas assez dynamique. Donc, on préconise minimum 30 mm, donc 3 cm. Avoir minimum 3 cm entre votre paroi vitrée et votre carte graphique. C'est le minimum. Donc comme vous voyez, on a un système ici qui est là, pourtant qui est prévu par un fabricant, c'est du n'importe quoi. Sur ce coup-là, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut au minimum 30 mm, mais pour pallier à ça, il existe ce genre d'engin, ce genre d'outil. Donc ça est pour déporter votre carte graphique, la mettre à la verticale, et vous allez pouvoir la mettre tout simplement ici au niveau des ports qu'on a à l'heure actuelle pour pouvoir mettre les PCI, enfin des ports, des petites réglettes qui sont là. Vous enlevez toutes vos réglettes et vous mettez ça à la place. Faites attention parce que tous les PC ne seront pas adaptés non plus pour ça. Je vous explique. Et oui, il y a des pièges parce qu'il y a quelques années, je tombais encore dans ces pièges-là moi-même. Vous avez ici, comme vous voyez, des petites réglettes qui sont là, donc qui vont tenir les équerres une par une. Et sur ces réglettes-là, malheureusement, elles ne sont pas démontables. Du fait qu'elles ne soient pas démontables, donc ça va être tout simplement tout quadrillé et vous ne pourrez plus mettre ça. Donc faites bien attention dans le choix de votre boîtier, soit d'avoir dès le début quelque chose d'un fabricant pour pouvoir le mettre à la verticale et il soit tout de suite avec un bon recul, ce qui est très important, ou pratiquer avec donc ce type d'options supplémentaires, mais faire attention que ce soit bien compatible avec le boîtier que vous avez aujourd'hui. En tout cas, au niveau de la chute de FPS, je pense que voilà, c'est clair. On ne va pas voir midi à 14 h, il n'y en a pas. Voilà, si vous utilisez un bon riser aujourd'hui de bonne qualité en PCI 4, ça fonctionnera très bien. Ensuite, on va parler de chaleur. Obligatoirement, forcément, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, si j'ai une carte qui est comme ça et qu'elle crache librement de l'air vers le haut et de l'air vers le bas sans avoir aucun bouchon, aucun frein, forcément le flux d'air va mieux se faire. Donc forcément, votre carte chauffera moins. Donc, de ces deux phénomènes-là, je conseillerais toujours de privilégier une pose de carte graphique au niveau de la façade en verticale à partir du moment où vous avez bien donc un flux d'air suffisant, minimum 30 mm. Si vous avez 40, 50, c'est encore mieux forcément. Alors, je vous montre un petit commentaire. Donc, overclocker un processeur, ça le tue. Overclocker un processeur, ça le tue. Qu'on pense encore aujourd'hui que d'overclocker votre processeur sera un impact sur sa durée de vie. Comment on mesure une durée de vie d'un processeur avec ou sans overclocking? La problématique, c'est que les premières unités de calcul qui existent aujourd'hui ont 40-50 ans et ils fonctionnent toujours. C'est-à-dire que la durée de vie, en fait, elle est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent toujours, mais pourquoi on ne les utilise plus? C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne ferait même pas fonctionner votre calculatrice. On est en train de parler d'unités de calcul qui ont plus de 40-50 ans. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'évolution de l'hardware fait que tous les 2 ans, on se rend compte qu'il y a un vrai gap générationnel de génération en génération. Donc, on a vraiment des processeurs de plus en plus puissants. Parce qu'il y a une loi, c'est la loi de Moore, ou de la loi de Moore si vous dites en anglais. Alors ce Moore, c'est un ancien cofondateur de Intel à l'époque qui avait fait une prédiction, donc c'est la loi de Moore, fait une prédiction que entre tous les 18 mois à tous les 20 mois, on aurait un double de transistors par rapport à un prix, donc en gros un double de puissance aussi par rapport au même prix.
et surtout par rapport à une même taille. Là on se rend compte qu'effectivement le nombre de transistors qu'on peut voir apparaître sur un processeur est juste énormissime et on le voit toujours s'augmenter. Ne serait-ce que de pouvoir faire des gravures de plus en plus petites, forcément on pourra mettre de plus en plus de transistors au sein de votre processeur. Et là, c'est ça en fait la durée de vie aujourd'hui d'un processeur. Ce n'est plus une durée de vie comme on pourrait dire, il va tomber en panne. C'est-à-dire que votre processeur, à l'heure actuelle, aura une durée de vie qui va être plutôt générationnelle. C'est-à-dire que mon processeur qui a 20 ans aujourd'hui, bah, forcément, il va galérer surtout sur mon PC. Il va être trop lent. Et donc, on va changer son processeur parce qu'en fait, les anciens processeurs commencent à ne plus bien fonctionner. Mais ils ne tombent pas en panne. Et si on réfléchit bien, c'est normal qu'ils ne tombent pas en panne. Il n'y a pas de partie mécanique, il n'y a pas de frottement finalement. Mais il faut quand même rajouter quelque chose. Il y a quand même quelque chose en plus qu'un processeur a, c'est l'électromigration. Qu'est-ce que c'est que l'électromigration? Et qui peut être accentué effectivement par un overclocking, mais on va y revenir. L'électromigration, on va prendre un exemple, voilà. Par exemple, vous voyez, je vous montre quelques images. Quand on voit par exemple des sillons dans de la roche fait par de l'eau courante, on s'aperçoit qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a fallu des siècles et des siècles, et finalement, l'eau a réussi à faire de l'érosion, c'est-à-dire a réussi à prendre des atomes de pierre et à les déplacer plus loin. Et bien, on a un petit peu la même chose dans les processeurs, ça s'appelle l'électromigration. À la place que ce soit de l'eau, ça va être les électrons lorsqu'ils vont circuler, donc tous les canaux entre guillemets parce que ce sont des circuits, et bien à force avec le temps et le temps et le temps, on va faire déplacer des atomes. Effectivement, du coup, si on devait faire fonctionner un processeur 50 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on verrait quelques problèmes survenir, c'est-à-dire pas une panne, un dysfonctionnement, un manque de stabilité, on verrait apparaître ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est que plus vous allez overclocker votre processeur, plus vous allez lui donner aussi de la tension. Et là, j'insiste bien, il y a une formule qu'on utilise, que vous avez certainement appris à l'école, c'est P égale UI. Je vous mets d'ailleurs la formule en même temps que je vous parle. Donc P, déjà, c'est la puissance. On va mettre la formule à l'envers, mais P, c'est la puissance. On sait qu'un processeur de 150 watts aujourd'hui, il y en a plutôt pas mal. Voilà, il suffit de voir les dernières générations. Voilà, c'est un petit peu monnaie commune quasiment. Donc, on a 150 watts, cette valeur-là, on la connaît. La moyenne d'un processeur, en général, en alimentation, c'est 1,2 volts. 1,2 volts, je vous le mets aussi. Mais pour pouvoir faire donc fonctionner cette formule-là, il va falloir avoir de l'ampérage, parce que le I, ça va s'estimer en ampères, et là, on va tomber à 150 ampères. Et c'est là où c'est monstrueux, 150 ampères. Je vous donne juste par définition, allez voir votre compteur électrique, vous allez voir que généralement, pour votre cuisine, vous serez à 32 ampères, parce qu'il va y avoir des fours, sinon en moyenne, c'est 16 ampères. Là, on parle de 150 ampères. L'ampérage, c'est quelque chose qui est très furieux. Par exemple, lorsque vous électrocutez, c'est pas le voltage qui vous tue, c'est l'ampérage qui est à l'intérieur. Donc, quelque chose qui est très important, c'est l'ampérage. On parle donc de 150 ampères, 125 ampères exactement, je l'avais noté sur ce calcul-là. On est sur 125 ampères. Donc, 125 ampères, c'est monstrueux. Mais pourquoi ça tient ? Pour résumer, si vous avez une rallonge par exemple, sur une rallonge, si je vous mets 125 ampères sur une rallonge, malgré sa section, sauf si vous êtes sur des taurons comme ça, et forcément elle va fondre parce que vous allez avoir une grosse longueur. Sauf que là, on est en train de parler d'un processeur et c'est avec des lithographies qui vont être au nanomètre. Et sur des distances aussi courtes, on peut même monter à plus de 1000 ampères, faut le savoir. Mais par contre, du fait d'avoir autant d'ampérage, les électrons, forcément aussi avec la chaleur, les électrons vont déplacer des petits atomes. Et ces atomes-là, en se déplaçant, va rendre moins fiable tout le circuit. Donc forcément, vous allez avoir ce phénomène-là. Mais attention, ce phénomène-là, vous ne l'avez pas en un mois, ni en 2 ans. C'est quelque chose qui est très lourd. Je vous donnais vraiment un cas par exemple de figure qui est chez moi, c'est que ça fait plus de 4 ans ou 5 ans maintenant, j'ai un processeur, c'est le 10980 XE. À l'époque c'était un 16 coeurs 32 threads ou 18 coeurs 32 threads, je vous confirmerai ici en même temps que je vous parle, mais du coup c'est quelque chose qui était très lourd à l'époque et ce processeur était avec une base de 3,2 ou 3,4 et je l'ai monté à 5. Et il fonctionne quasiment 24 heures sur 24 chez moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et mon processeur est toujours très stable. Donc effectivement, lorsqu'on fait un overclocking, il faut faire un overclocking intelligent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller non plus trop haut, il faut savoir ce qu'on fait, il ne faut pas mettre des voltages trop délirants non plus, il faut chercher une stabilité.
qu'est-ce qui peut se produire en cas d'électromigration le jour où vous faites de l'overclocking. Donc au bout d'un certain moment, on est bien en train de parler de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce serait déjà capable d'avoir changé de processeur pour une nouvelle génération. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, le côté vraiment obsolescence du produit. Et bien ce qui va se passer, c'est que du coup votre overclocking va devenir un peu instable. Voilà. Si c'est le cas, si vraiment ça vous arrive. Et dans ce cas de figure là, il suffit juste d'aller travailler un petit peu la tension et vous allez redresser un petit peu tout ça en ajoutant certainement quelques millivolts supplémentaires et vous allez remettre ça. Mais votre processeur ne va pas tomber en panne comme peut tomber en panne un aspirateur ou une TV. Voilà, tout simplement. Vrai faux suivant. Pax, j'ai acheté un PC portable, c'est une tuerie. À l'intérieur, il y a un i9, à l'intérieur, j'ai 64 Go de RAM et j'ai une 4090. Et le tout pour 3000 ou 4000 balles. En plus, il y a l'écran 165 Hz, c'est une tuerie. Pourquoi acheter aujourd'hui du PC? Alors, une 4090, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vous croyez que les fabricants de custom se sont pris la tête à faire des moyens de refroidissement aussi gros, ok, pour se dire bah tiens on pourrait faire ça en mode slim et on va mettre ça sur un PC portable et ça va rouler ma poule? Eh bien non, ce que vous avez sur votre PC, quand vous voyez marqué 4080, 4070 ou 4090, ce ne sont pas des 4080, ce ne sont pas des 4090, ce sont par exemple des 4080 mobiles, des 4070 mobiles ou des 4090 mobiles. Ce n'a strictement rien à voir. Vous ne pouvez pas comparer les performances avec une 4080 d'un PC portable avec une 4080 en carte graphique. La confusion, on peut tout à fait la comprendre et elle est tout à fait entendable. Ce sont les fabricants qui génèrent cette confusion-là. C'est-à-dire qu'ils devraient dire 4090 mobile. Non, c'est juste marqué 4090. Décortiquons ensemble. Je vais sur Amazon, PC portable, hop, un 4090. Ah, génial. Alors regardez bien, le 4090 mobile, le mot mobile, vous ne le voyez nulle part. Mais pour ceux qui vont analyser un petit peu, ils vont se dire tiens, 16 Go de VRAM. 16 Go de VRAM. Une 4090, d'où ça a 16 Go de VRAM? Une 4090, c'est 24 Go de VRAM. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas la même puce graphique que vous avez là-dedans. Ce n'a strictement rien à voir. On ne peut pas comparer. C'est incomparable. C'est parce que tout simplement, par exemple, Nvidia a classé ses cartes graphiques de bureau. Par exemple 4060, 4070, 4080, par les super LTI on n'en parle pas, hein, 4090, tac 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 tac. Et ils se sont dit bah tiens on va faire pareil pour les PC portables, on va faire une première puce graphique, une deuxième, une troisième et donc 4060, 4000, mais c'est des 4060 mobiles. J'insiste bien, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je n'entends pas forcément beaucoup parler. Mais lorsque vous achetez votre PC portable avec marqué une 4080, ne pensez pas que vous avez une vraie 4080, parce que il ferait ça, l'épaisseur de votre PC portable. Ce serait ça, hein. Donc c'est juste pas possible quand vous l'entendez bien. Donc encore un mythe qu'on peut jeter à la poubelle. Passons au mythe suivant. Ah Pax, j'ai un moniteur exceptionnel, un temps de réponse de 0,03 millisecondes. C'est une tuerie, avec ça je kill tous mes amis, tous mes potes, je suis le premier de la classe, tac tac boum. Bon, revenons à zéro. Qu'est-ce que c'est qu'un temps de réponse d'un moniteur? Ah bah dire, je vous mets un petit lien ici, si je vous l'oublie pas, il sera là, où je vous explique tout sur les moniteurs et comment choisir votre moniteur en 2024. On parle de toutes les specs et comment bien comprendre ça. Donc déjà la première chose c'est effectivement c'est très rapide, mais en soi c'est juste un délai d'affichage, c'est-à-dire que en combien de temps votre moniteur va faire un cycle de couleurs de gris à gris. Généralement ils vont commencer par le gris, ils vont faire toute la roue de couleurs et ils vont terminer encore une fois sur le gris et ils ont dit bah voilà pour ça je l'ai fait en 0,3 millisecondes. À ne surtout pas confondre avec la latence de votre PC, non plus avec la latence de votre connexion internet. Où là vous avez vraiment une vraie latence, c'est là où on essaie de travailler, c'est là où on essaie de l'optimiser, c'est là où on essaie de gagner des choses pour effectivement sur un jeu de FPS en ligne d'avoir un maximum de performance. Là oui, là on parle d'un affichage. Et après autre chose, il y a le délai à partir du moment où vous appuyez sur votre touche qui va passer par votre PC qui ensuite va aller sur l'écran. Alors déjà il y a des technologies comme chez Nvidia qui va éviter le render queue, effectivement ça va quand même un peu fonctionner. Mais là on parle pas de ça,
on vous parle d'un changement de couleur de gris à gris. C'est-à-dire en combien de temps à faire ça? Et maintenant, soyons sérieux une seconde. 0,3 millième de seconde. Vous l'avez vu là? Et ben je vous ai mis un carré rouge qui a fait 0,3 millième de seconde. On recommence. Vous l'avez vu? Non, on recommence. À 3, comme ça je vous ai dit 1, 2, 3. Vous l'avez vu? Ah non. On va essayer 1 millième de seconde. 1, 2, 3. Vous l'avez vu? Eh ben non. Eh ben il est un petit peu là la problématique. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à des temps comme ça parce que tout simplement, par exemple, on va s'approcher surtout des dalles qui vont être de l'OLED, qui naturellement ont très peu de latence comparé à une dalle IPS ou VA. Il y a d'autres dalles, par exemple, comme les TN, qui ont aussi très peu de latence. Mais en tout cas, on se rend compte que, waouh, quel est l'humain sur Terre qui va vous voir une frame à 0,3 millième de seconde. Et surtout, maintenant réfléchissons bien, mon écran fait 165 Hz. C'est-à-dire que dans une seconde, il fera 165 Hz. Le rapport que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que je vais découper une seconde en 165. 165. Là, on est en train de parler de 0,03 millième de seconde. Donc ça ne vous sert strictement à rien. Arrêtez aussi de choisir vos moniteurs en se disant je prends celui-là parce qu'il a ça. Non, prenez-le parce que vous aimez la dalle. Prenez-le par exemple, il a un très bon son, il a des bonnes specs, de très bonnes couleurs, de très bons contrastes. Là oui, je suis d'accord pour choisir un moniteur, mais n'allez pas me dire ça. Pour moi, clairement, aujourd'hui, ils sont quasiment maintenant les nouveaux moniteurs. On est tous aux alentours de 1 millième de seconde et c'est très bien. Moi personnellement, comme je vous dis, je ne verrai pas la différence. Et en plus, vous voyez le petit bout carré de rouge que certainement personne ne le voit. C'est parce que tout simplement, je suis en train de filmer à 60 images par seconde. Et là, on est en train de parler de 0,03 millième de seconde. Donc c'était impossible de le voir. Passons à la news suivante. Mon Windows c'est un spyware. Eh ben oui, votre Windows c'est un spyware. Et là, il n'y a pas de vrai ou pas de faux. Oui, littéralement. Avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un spyware? Un spyware est un logiciel espion ou un type de logiciel malveillant qui s'installe sur votre ordinateur sans que vous le sachiez et il collecte et transmet secrètement des informations personnelles et des données de navigation de tierces, souvent à des fins publicitaires ou frauduleuses. Sauf que là, vous l'avez directement sur votre Windows. Windows collecte des informations qui revendent derrière. Mais effectivement, Windows aujourd'hui est un gros spyware, c'est-à-dire qu'il va collecter de l'information pour pouvoir les revendre derrière. Et oui, il n'y a pas de petit chemin pour gagner toujours un gros billet. Et bien voilà, donc on se rend compte vraiment que oui, Windows est complètement vérolé, clairement. C'est pour ça qu'on fait des vidéos d'optimisation de Windows. Je vous ai déjà montré beaucoup d'outils d'ailleurs pour pouvoir en enlever au maximum. Voilà, ça c'est important, surtout lorsqu'on veut de la performance, évidemment. Mais il y a aussi d'ailleurs d'autres OS. Je vous ai aussi montré d'autres OS qui tournent sur Windows, qui sont aussi beaucoup plus sains à la base. J'ai déjà des vidéos dédiées là-dessus. Maintenant, il faut savoir que... Alors là, ça y est, je vais refaire parler dans les commentaires, on va en reparler dans une prochaine vidéo. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, il y a un moment ou un autre, on sera sur Linux. Ah, je sais que... oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Parce qu'il va falloir délimiter deux types d'utilisateurs. La personne qui va utiliser son PC pour travailler avec des logiciels comme de création, Adobe, tout ce que vous voulez, et qui vont jouer à côté, où effectivement Windows peut aussi très bien fonctionner et fonctionne très bien. Et surtout, Windows a mis en face des outils pour... conserver tous les éditeurs de jeux vidéo comme DirectX. Mais il faut savoir que par exemple, je vous donne un exemple, il y a un OS qui s'appelle Chimère OS, donc ça se passe sur Linux, avec une surcouche encore par-dessus, et même comme ça, lorsque vous jouez là-dessus, vous avez 6% de performance supplémentaire que Windows. 6% de performance en plus. Pour tous ceux qui déjà haussé un peu leur carte graphique, qui vont hausser un petit peu leur processeur et qui vont faire ça, ça vous fait quasiment un gain de 15 à 20%, tout confondu. C'est pas rien, c'est énorme tout confondu. L'OS est hyper important bien évidemment, donc je sais que ça va râler dans les commentaires. Je suis moi-même d'ailleurs le premier à utiliser Windows, forcément. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Chimère OS, vous me le laissez aux commentaires, je vous expliquerai comment avoir un Steam directement. Vous allez allumer votre PC, donc c'est pour tous ceux qui vont faire du gaming uniquement. Pour tous ceux qui vont allumer leur PC et qui veulent avoir une interface comme sur une PS, comme sur une Xbox, c'est-à-dire ils ne veulent pas avoir de bureau ou quoi que ce soit, ils vont avoir directement Steam arriver et pouvoir choisir leur jeu comme sur une librairie,
comme sur donc une console et de pouvoir jouer et avoir tout de suite plus de performance. Vous me dites en commentaire, on peut se démerder pour pouvoir vous faire ça bien évidemment. Et bien voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça aide vraiment toujours la chaîne à performer à travers le futur. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude vos petits commentaires ainsi que de nouvelles questions pour les prochains vrai-faux. Comme d'habitude, c'est ma première source de renseignements. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo. A plus la team! Un petit extra pour tous ceux qui restent toujours en fin de vidéo. Pourquoi un petit extra? C'est pour répondre à quelques commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo que j'ai fait, comment choisir sa carte mère en 2024. Pour tous ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse ici le lien de la vidéo. Donc c'est une vidéo où je vous explique vraiment comment choisir et je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a dans une carte mère et avoir une bonne compréhension de la carte mère. Et pendant un moment, je vous parle des VRM, donc à quoi servent les VRM et comment elles sont constituées. Voilà. Et pendant un moment, je vous mets un graphique où il y a un graphique avec une sinusoïde. Mais beaucoup de personnes m'ont dit les sinusoïdales sont pour les courants alternatifs. Oui, la sinusoïdale c'est pour un courant alternatif, pas pour un courant continu. Et oui, votre alimentation vous donne un courant continu. Mais j'ai fait exprès de vous mettre une sinusoïdale parce que c'est une vidéo de vulgarisation. C'était pour vous expliquer que justement, dans des courants qui vont être aux alentours de 1,2 volts, pour avoir tout le temps ce 1,2 volts qui soit tout le temps bien régulier, donc dans un temps par exemple de 10 secondes, que pendant vos 10 secondes qu'il soit bien régulier, et ben à la place d'avoir donc toutes ces phases d'alimentation qui vont vous aider à tout réguler pour avoir le courant le plus parfait possible, et ben vous aurez des 1,2 volts, donc on part sur une timeline en fait de 10 secondes, 1,21 volts, 1,22 volts, 1,21 volts, 1,21 volts. Donc c'était dans cet esprit-là de vulgarisation, bien évidemment, que j'ai mis ces courbes-là. D'ailleurs, je n'emploie jamais le mot alternatif au sein de cette vidéo, mais je voulais quand même faire un petit point là-dessus parce qu'il est vrai que ça pouvait prêter à confusion. Voilà les amis, maintenant je vous dis à très bientôt, à plus!